Sur la lancée de l'exposé, l'excellent exposé de Pierre Jacquemont, je voudrais commencer par préciser que le Congo-Kinshasa n'est pas exclusivement un pays des Grands Lacs. Bien qu'il soit baigné par l'ensemble des lacs du Graben, depuis le lac Albert jusqu'au lac Moero, en passant par les lacs Édouard, Kivu et Tanganyika. Ce qui n'est pas le cas d'aucun autre pays de la région. Les Congolais préfèrent se réclamer de l'Afrique centrale, concept géographique plus englobant, puisque en plus des grands lacs, le pays est entouré de bien d'autres voisins. Pourtant, on pourra objecter que c'est le Zaïre de Mobutu qui avait en son temps été l'initiateur de la création en 1976 de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL, pour prôner l'intégration économique de l'ancienne Afrique belge. Mais cette initiative n'avait été prise qu'après la tentative avortée de créer une union des États d'Afrique centrale en 1968, une union qui avait l'ambition d'opérer le regroupement de l'ancienne AEF, Afrique équatoriale française, avec l'ancien Congo belge, Rwanda-Burundi. Le peu d'empressement du Congo à s'identifier comme membre de la région des Grands Lacs tient surtout à l'amalgame qui tend à l'impliquer dans le bourbier des conflits internes au Rwanda et ou au Burundi, et de là à le faire passer pour un acteur majeur de cet imbroglio. Donc de là, il n'y a eu qu'un pas, trop vite et trop facilement franchi. Pourtant, on l'oublie trop souvent, les Congolais constituent un peuple façonné par une grande diversité des cultures classiques du continent, telles qu'inventoriées par l'ethnologie coloniale. Cette diversité a été complétée par le concours de la main-d'œuvre recrutée par le pouvoir colonial depuis la période léopoldienne, provenant de toutes les Afriques, de l'Ouest, de l'Est, du Sud, en plus bien sûr des voisins immédiats, particulièrement angolais, congolais de Brazzaville, rhodésiens et bien entendu rwando-burundais. Les Congolais possèdent donc une longue tradition d'accueil et d'intégration des nouveaux venus, y compris des réfugiés de l'ère postcoloniale. Mais rappelons d'abord les fondamentaux d'ordre géographique et historique. J'ai amené la carte du Congo actuel, complétant les cartes excellentes que nous avons vues. Le Kivu, le Congo dans ces 26 provinces actuelles. Le Kivu est effectivement la porte d'entrée congolaise dans l'univers des pays des Grands Lacs. Cette partie orientale de l'Afrique centrale est une région singulière par sa géographie, son histoire et l'aménagement de ses espaces. Je parle des Grands Lacs. Dans cette région, de la plus forte densité du continent, que certains géographes qualifient d'ailleurs de bombe démographique, on est, je crois, à 400 habitants au kilomètre carré au Rwanda. Le Kivu constitue la partie la moins peuplée. Mais paradoxalement, sur le territoire congolais, cette province, née en 1933, en détachement de la grande province orientale, et éclatée en 1984 en 3 provinces autonomes, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Vous avez ça sur la carte. Donc, ces 3 provinces autonomes constituent la région la plus saturée sur le plan démographique au Congo. En 2010, la densité du Nord Kivu a été évaluée à 103 habitants au kilomètre carré. Ce sont des chiffres de Léon de Saint-Moulin. Celle du Sud Kivu à 79,2 contre seulement 6,5 au Bandundu,
5,2 en province orientale, 4,7 à l'équateur et 3,4 au Katanga. Pourtant, si on peut avoir la carte suivante de la démographie, voilà. On voit très bien la partie de l'Est. Pourtant, depuis les temps anciens, il s'est toujours opéré de part et d'autre du Graben une sorte d'équilibrage démographique interne par un mouvement de déplacement des populations d'Est à l'Ouest. À la saturation d'origine historique s'ajouta dans la suite celle d'origine coloniale. Les Belges ayant reçu en mandat de la Société des Nations les anciennes colonies allemandes du Rwanda et du Burundi, les ont utilisées abondamment comme réservoir de la main-d'œuvre pour les plantations de caféiers et de théiers au Kivu et pour les travaux de mines au Katanga. De 1937 à 1945, le Comité national du Kivu, regroupement des colons installés dans cette région agro-pastorale, avait mis en place une politique de transplantation et de sédentarisation de ces immigrés pour les mettre à l'abri des famines périodiques enregistrées au Rwanda. D'où la création de la MIB, Mission d'immigration des Banyarwanda, alors que sur la même période, la réduction des espaces disponibles ne cessait de s'accentuer par la création du parc Albert en 1925, parc Virunga actuel, qui connut des extensions en 1929 et en 1935, avant d'être rejoint plus tard par un autre parc, celui de Kahuzi-Biega. Toutefois, jusqu'à la fin de la période coloniale, malgré les vagues migratoires signalées, un certain équilibre était respecté. En témoignent les péripéties de l'histoire de la colonisation. La Belgique, acculée à gérer les urgences d'une décolonisation accélérée, n'avait pas jugé utile d'aligner la question des immigrés rwando-burundais dans ses priorités. De plus, les rapports de bon voisinage qui prévalaient entre colonisés de l'ancienne Afrique belge justifièrent des concertations organisées la veille des indépendances entre les nationalistes congolais, rwandais et burundais. En 1959, en effet, des délégations rwandaises et burundaises participèrent aux différents congrès des partis unitaristes et nationalistes qu'organisa Patrice Emery Lumumba tant à Luluabu, Kananga actuel, qu'à Stanleyville, Kisangani. Et d'ailleurs, en marge de la table ronde politique de Bruxelles, Lumumba a rendu public un communiqué au contenu bien significatif. Je cite un extrait. Le MNC, le Mouvement national congolais, a pris connaissance du manifeste publié par les étudiants du Rwanda au Burundi et par lequel les habitants de ce territoire réclament l'accession de leur pays à l'indépendance à la même date que le Congo et surtout leur désir de voir le Congo et le Rwanda au Burundi former une fédération. Le MNC, après avoir pris contact avec les dirigeants politiques du Rwanda au Burundi, appuie de toutes ses forces la revendication légitime du peuple rwandais à disposer de lui-même. Le MNC assure tous les compatriotes rwandais de son total et fraternel appui. Donc, entente parfaite. Mais cette mutualisation des combats politiques n'a pu aboutir à une indépendance commune du Congo, Rwanda, Burundi. Sur terrain, une crise de type nouveau commença à apparaître à l'ère de la décolonisation par l'accélération des flux migratoires rwandais et accessoirement burundais et par la position dominante que les immigrants se mirent à revendiquer. Au Rwanda, comme on le sait tous, le point de départ avait été les événements de la Toussaint 1959 qui avaient abouti à l'abolition de la féodalité et à l'élimination de la royauté. Le Parmehutu de Grégoire Kayibanda, le futur président de la République,
à la base de ces révolutions, inaugura de la sorte l'exil massif des Tutsis vers le Congo, mais aussi vers l'Ouganda et le Burundi. Les contre-attaques que ces derniers organisèrent en 1961, puis en 1963, mais qui échouèrent, ne réussirent qu'à accentuer ce mouvement d'exil vers le Congo, mais aussi vers les autres pays du voisinage. La défenestration des Kaïbanda par Habyarimana en 1968 n'apporta qu'un changement dans la continuité du mouvement d'exil des Tutsis. Au Congo, cette diaspora rwandaise fut intégrée. Certains de ces ressortissants occupèrent de hauts postes dans les structures hiérarchiques de l'État. Tel fut le cas de Barthélemy Bisengimana, le tout-puissant directeur de cabinet de Mobutu, qui joua entre mai 69 et février 77 pratiquement le rôle de vice-président de la République. Il instaura un régime de faveur à l'égard des rwandophones. Non seulement il fit passer une loi accordant la nationalité zaïroise à tous les ressortissants rwandais qui habitaient le Congo depuis le 30 juin 60, mais il désigna plusieurs d'entre eux à la tête des entreprises d'État dans le cadre de la politique de zaïrianisation. Du coup, au nord Kivu, les territoires de Massissi et de Rutshuru changèrent de propriétaires, puisque les immigrés y étaient plus nombreux que les autochtones. Au sud Kivu, cette région congolaise accueillit une forte diaspora hutu provenant du Burundi, chassée par le régime du colonel Michombero, spécialement à la suite de la tentative du coup d'État avorté des Hutus de 1969, qui aboutit à des exécutions massives de cette catégorie de la population. Leur contre-attaque de 1972 pour venger les victimes de 69 par l'élimination sauvage des élites Tutsis tourna évidemment à de véritables carnages. À leur tour, ces Hutus réussirent à faire déclencher contre eux de véritables massacres. Ces exterminations réciproques de 69 et 72, inscrites dans la mémoire collective burundaise, firent des milliers de victimes et furent suivies naturellement de l'essaimage des réfugiés dans les pays limitrophes, notamment au Zaïre de Mobutu. L'histoire de la région connut un véritable tournant au début des années 90. À la fin de la guerre froide, un réajustement des politiques mondiales devint indispensable. De simples régions touristiques et agropastorales, le Kivu, n'est-ce pas, devint une région minière et d'intérêt stratégique. Et cette histoire connut une accélération brusque et brutale en avril 1994, à la suite du bombardement le 6 avril de l'avion du président du Rwanda, provoquant la mort des deux présidents du Rwanda et du Burundi, comme nous le savons. Le génocide qui fut déclenché engendra une guerre ouverte et la victoire du pouvoir FPR au mois de juillet par la prise de la capitale, Kigali, mais surtout celle pour nous de la ville frontalière de Gisenyi. Ce changement créa au Congo-Zaïre deux situations inattendues. La première, nombre de rwandophones congolais qui ne juraient pourtant que par leur congolité émigrèrent au Rwanda, occupant de hautes responsabilités dans les structures du pays. Cette situation finit par convaincre les Congolais sur la quasi-impossibilité d'intégration réelle des rwandophones au Congo, par leur sens de solidarité toujours agissante avec les autres rwandophones du Rwanda. Ensuite, ces réfugiés des années 60 furent remplacés par les réfugiés des années 90, dans des conditions que l'on connaît. Leur poursuite sur le territoire congolais pour être définitivement anéantie se réalisa sous le parapluie de la guerre de libération de Laurent Désiré Kabila.
La guerre rwando-rwandaise s'est donc poursuivie dans les camps des réfugiés avant de s'étendre dans les forêts congolaises jusqu'à atteindre, il faut le dire, le Congo-Brazzaville. Après la brouille de la coalition victorieuse rwando-ougandaise avec leur partenaire congolais, Laurent-Désiré Kabila, devenu chef de l'État le 17 mai 1997, cette coalition attaqua les forces congolaises et initia des rébellions internes. Ce nouveau cycle de guerre et son cortège de rébellions provoqua donc une sorte de guerre généralisée, ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine, par l'intervention du Zimbabwe, de la Namibie, du Tchad et de l'Angola aux côtés des forces congolaises. Il s'agit ici, n'est-ce pas, d'une guerre qui a provoqué énormément de crimes, n'est-ce pas? Plusieurs massacres ont été opérés, notamment le massacre des militaires congolais désarmés à Kavumu, à Bukavu, l'organisation d'une opération aéroportée pour prendre à revers Kinshasa à partir du Bas-Congo, en procédant à la coupure d'électricité d'Inga alimentant la ville de Kinshasa et les usines du Bas-Congo, sans parler des catastrophes environnementales, sanitaires, comme la destruction de la faune du parc de Virunga, la multiplication des viols crapuleux et l'utilisation des corps féminins comme terrain de guerre. En plus, bien sûr, de l'inféodation de la gouvernance du Congo à les oligarchies rwandaises. Cette sorte de guerre de 30 ans qui déchire l'Est du Congo depuis un peu plus de 2 décennies sert en réalité d'alibi au pillage, comme ça a été démontré, au pillage des ressources naturelles du sol et du sous-sol, une partie du revenu de ce pillage servant à financer la guerre, si indispensable pour assurer le maintien de ces activités mafieuses. Ce cercle vicieux repose sur la tradition de faire du Congo, à cause de sa massivité, le bouc émissaire de tous les fléaux qui déchirent cette région. À titre d'illustration, évoquons ici 4 principales contre-vérités, n'est-ce pas, qui pèsent sur le Congo et ses habitants. Première contre-vérité, les Congolais seraient complices du génocide Hutu. Et plutôt, les Congolais seraient complices des génocidaires Hutus. Cette fausse affirmation a pour origine l'accueil des milliers de réfugiés de 1994, parmi lesquels, précise-t-on, il y avait aussi des miliciens interamouais, des troupes en débandade des FAR, Forces armées rwandaises, de Juvenal Habyarimana. Pourtant, l'épisode historique de la gestion de ces camps de réfugiés est connu. On sait que le gouvernement congolais de l'époque, présidé par le Premier ministre Kengo Wadondo, avait décidé du rapatriement immédiat de tous les réfugiés. Mais c'est le HCR qui s'y opposa fermement et des pressions furent exercées auprès du maréchal Mobutu pour qu'il contraigne le gouvernement à ne pas mettre à exécution cette décision qui aurait empêché le débordement de ces hostilités sur le territoire congolais. Il va sans dire par ailleurs que cette démarche ne relevait évidemment d'aucune prise de position identitaire pour privilégier les Hutus au détriment des Tutsis. Pour preuve, à la suite des événements de la Toussaint rwandaise en 1959, provoquant l'abolition de la royauté au Rwanda, ce furent les Tutsis rwandais qui furent accueillis massivement au Congo. Ils étaient entre 50 et 60 000, selon le HCR, à déferler du Rwanda au Congo entre les années 59 et 61. Déjà en 1972, les estimations du HCR n'étaient plus que de 23 réfugiés, la plupart d'entre eux s'étant fait enregistrer dans la suite comme des nationaux congolais. Deuxième contre-vérité, les Congolais seraient racistes.
raison pour laquelle ils rejettent les Banyamulenge parce qu'ils sont des Tutsis. En fait, l'affaire Banyamulenge est celle-là même qui a servi de prétexte en 1996 à la guerre du Rwanda au Congo. La confusion qui règne autour de ce terme traduit simplement le désarroi des Congolais face à une situation devenue explosive autour des enjeux fonciers et des pressions démographiques multiformes et incontrôlables d'origine rwandaise. Le terme Banyamulenge a surgi vers le début des années 70. Les immigrants rwandophones des plateaux de l'Itombwe dans le sud Kivu l'ont mis en honneur pour faire prévaloir leur antériorité sur le territoire congolais et s'efforcer de se différencier des vagues migratoires qui ont suivi, particulièrement à l'âge postcolonial. Les enquêtes menées par l'historienne américaine Katarika Newberry avaient confirmé effectivement l'arrivée d'un groupe de Banyarwanda venus s'installer dans cette région pour se mettre à l'abri des violences du règne du roi Bugiri. Mais jusqu'aux années 70, reconnaît un des principaux leaders du groupe, je cite Müller Ruimbika, leur dénomination était celle de Banyarwanda. L'option qu'ils avaient prise de se différencier des autres immigrants n'était pas nécessairement de pure façade. L'on a vu par exemple un officier de cette contrée, le commandant Masunzu, qui en un premier temps avait combattu dans les rangs du FPR, puis dans ceux de l'AFDEL et du RCD Goma, faire volte-face en un second temps pour s'opposer à l'emprise du Rwanda et à la présence envahissante de ses troupes au Congo. Mais il n'empêche que le résultat auquel a abouti de nos jours cette initiative sémantique de différencier ce groupe des autres immigrants est plus que décevant. Au lieu de désigner aujourd'hui exclusivement les habitants de l'Itombwe au Sud Kivu, ce terme s'est généralisé pour désigner tous les rwandophones se trouvant sur le territoire congolais, y compris ceux du Nord Kivu. Banyamulenge de nos jours ne serait plus qu'une manière de désigner les Rwandais résidant au Congo. La confusion était donc inévitable puisque les immigrés plus récents n'ont jamais osé s'afficher eux aussi comme étrangers, car se déclarer réfugiés rwandais et solliciter une hypothétique naturalisation comme l'exige la loi, c'était justement faire aveu de ses origines externes et se priver d'un certain nombre de privilèges, notamment ceux de faire la politique. Or, c'est précisément pour des raisons de compétition politique et foncière que la vie au Kivu est de plus en plus à l'étroit. Donc, sans relever de la mauvaise foi, cette situation difficile, confuse et complexe demeure finalement un grand défi qui ne pourra se résoudre, à mon sens, dans la durée que si les ressortissants des deux pays concernés sortent du climat de violence et de ressentiment qui règne encore entre eux. Troisième contre-vérité, le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du Grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis, après les indépendances, par le deuxième sommet de l'OUA en 1964, qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent,
en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. Le propos du 10 octobre 1996 à Tchangungu du président Pasteur Bizimungu a eu le mérite de révéler, carte géographique à l'appui, l'ampleur de cet imaginaire et la portée exacte de cette ambition. Je cite un extrait, il avait dit « Je voudrais dire aux Banyamulenge qu'ils doivent faire la leçon à ceux-là qui les pourchassent et leur apprendre le savoir-vivre. Ce sont eux, les Banyamulenge, qui devraient donner un ultimatum de s'en aller à ces lucifères qui veulent les exterminer dans leur pays. Je voudrais dire à tous les Rwandais éparpillés ici et là à l'étranger qu'avant l'arrivée des Blancs, le Rwanda avait à peu près 600 ans d'existence. Il s'étendait des lacs Rueru et Chihoa, franchissant la chaîne des volcans jusqu'au lac Rukanzige, lac Édouard actuel. Il s'étendait aussi de la Rusumo jusqu'aux frontières de Burundi et nous vivions en bonne intelligence avec les Baoundés. Même la région appelée Bishugi, considérée aujourd'hui comme berceau de Banyamulenge, tous les habitants de ces contrées étaient des Rwandais. Si nos combattants sont actuellement au Zaïre, ils y sont donc chez eux. Point, donc fin de citation. Même si ce discours ne s'énonce plus aussi ouvertement, il convient de fixer les idées sur les questions soulevées. Sur l'étendue du royaume ancien, des historiens de métier s'accordent à affirmer exactement le contraire. À l'arrivée des premiers Blancs, ce royaume du Rwanda n'avait pas encore atteint les dimensions qui étaient les siennes à l'ère coloniale. Au XIXe siècle, il n'occupait que sa région centrale, mais était en voie de conquérir la partie septentrionale du pays qui était encore gouvernée par des roitelets Hutus indépendants de la cour du Mwami. De plus, ce royaume du Rwanda serait de création bien plus récente qu'on ne l'a pensé. Sa fondation, d'après Vansina, ne daterait que du milieu ou de la fin du XVIIe siècle. De même, en ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Godsen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. De même,
Toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi ou encore contre le Bushi, le pays des Bashi, à l'ouest. C'est d'ailleurs au cours de la dernière de ces campagnes contre les Bashi que ce roi tomba malade. Il trouva la mort en cours de route dans la barque qui le ramenait au Rwanda, sans avoir jamais étendu son pouvoir sur le Kivu. On était en septembre 1895, 10 ans après la conférence de Berlin. Quatrième erreur, on ne peut prétendre évidemment que les guerres et les pillages de l'Est du Congo trouveraient leur origine exclusivement dans des conflits intercongolais. De manière incontestable, ils tirent leur source essentiellement du transfert de la guerre rwando-rwandaise sur les rives occidentales des Grands Lacs. L'exigence de poursuite des vaincus par les vainqueurs sur le territoire congolais fut à la base de la nécessité d'une couverture congolaise. Et on connaît les étapes de cette histoire, c'est clair maintenant. Ce fut d'abord l'identification des acteurs congolais capables de servir d'écran aux objectifs réels de la guerre, puis appui à la création de leur alliance par la signature d'un accord signé à Kigali, mais portant mention de l'Emera, une bourgade congolaise, finalisation des opérations de poursuite et de massacre des fouillards sous le signe d'une guerre de libération, élimination brutale du goulot d'étranglement que représentait Laurent-Désiré Kabila. Ensuite, malgré un accord global et inclusif des forces politiques congolaises obtenu à l'arraché en Afrique du Sud, à l'issue d'une conférence intercongolaise, le laxisme ou la complicité du nouveau leadership politique congolais rendit possible la multiplicité de milices, l'organisation de nouvelles rébellions à partir des dissidences militaires des pseudo-congolais comme le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple de Laurent Kunda-Batware, ou le M23, le mouvement du 23 avril de Makenga Sultani. Et tout cela avant le curieux surgissement des prétendus islamistes dans l'Ituri, qui s'illustre par des massacres quasi quotidiens de la population. Ainsi, au tournant du troisième millénaire, le Congo a vécu et vit une des périodes les plus sombres de son histoire, exactement comme au temps du régime de Léopold II, au tournant du deuxième millénaire. À cette différence que le calvaire du caoutchouc rouge a été remplacé par celui du coltan rouge. Aux Congolais, le devoir de tout subir et de se taire, pour emprunter cette expression à Monseigneur Catalico d'heureuse mémoire, s'est traduit effectivement par une avalanche d'exigences successives. Supporter de manière imprévue l'irruption des milliers de réfugiés Hutus, se laisser accuser de complicité avec eux, assister à leur massacre en s'interdisant de leur porter secours, se faire accuser d'être les auteurs de ces exterminations, ensuite assister à l'occupation de leur propre territoire et au pillage de ses ressources par des armées étrangères au motif qu'elles devaient continuer à traquer les génocidaires, tolérer l'infiltration de leur armée par ces forces étrangères, fermer les yeux sur l'instrumentalisation de leurs propres élites politiques, plus que jamais prisonnières de leur posture de prédatrices par procuration, et pour ne pas arrêter sur une si belle lancée, libérer une partie de leurs terres pour les rendre disponibles à d'autres mouvements de peuplement. Certains vont jusqu'à prédire l'implosion prochaine du Congo et préconisent d'accompagner ce processus jusqu'à son terme présumé. S'engager dans une telle option, c'est faire preuve évidemment de cécité historique et oublier que sur cet espace national, l'économie internationale a toujours eu tendance d'isoler la zone dite utile du reste du pays.
afin de la soumettre à une exploitation intensive et sauvage. La démarche n'est pas nouvelle. Dans les années 60, elle avait même abouti à la sécession des zones utiles de l'époque, le Sud Kasaï et le Sud Katanga. Mais cette politique a des limites. D'abord parce que la localisation du Congo utile est mouvante et évolue dans l'espace suivant les produits en vedette sur les marchés mondiaux. Elle peut à l'avenir se placer dans le triangle des provinces Sankuru, Chopo et Chwapa au centre du massif forestier ou ailleurs et amener les capitaines de l'économie internationale à se concentrer sur ces terres-là. Ensuite, l'unité du Congo reposant à la fois sur la géographie et l'histoire possède des assises solides. Il s'agit d'un État bâti sur les 3/4 du bassin du fleuve Congo vers lequel évoluent ses multiples affluents. Et pendant ces 135 ans d'existence de l'État léopoldien à nos jours, ce Congo, Zaïre, puis Congo à nouveau, n'a été géré que comme État unitaire. Si donc, comme tout autre pays, il n'est pas à l'abri des forces centrifuges, il n'est pas facile non plus de le déstructurer. Que conclure? Bien, il est temps de mettre un terme au calvaire du pays bouc émissaire de la région des Grands Lacs. Et pour ce faire, 2 éléments doivent être retenus ici. Le premier, c'est d'opérer en urgence un réajustement de regard sur le dossier des violences des Grands Lacs, en contestant l'impérialisme des discours et analyses considérés jusqu'ici comme d'une pertinence indiscutable. Le Congo n'est pas la périphérie du Rwanda. De même, la condamnation des méfaits des incursions rwando-ougandaises au Congo ne constitue en rien une négation du génocide des Tutsis au Rwanda. Il s'agit de 2 histoires différentes, mais successives, l'une étant une excroissance de l'autre. Des victimes de ces tragédies se comptent dans tous les pays et elles ont droit à la même justice réparatrice. Et pour sortir des pièges d'une vaine opposition de surcroît stérile entre 2 histoires douloureuses et macabres, celle du Rwanda et celle de la RDC, un grand et fructueux débat s'impose, confrontant tous les regards et apportant tous les éclairages utiles. Un débat auquel devraient prendre part, me semble-t-il, non seulement les politiques et les experts, mais aussi les authentiques représentants des populations concernées. Le second élément est corollaire au premier. Pour couper court à la rwandophobie ambiante et revenir aux meilleures relations qui existaient entre pays riverains des Grands Lacs, il est essentiel que les maîtres du Rwanda et de l'Ouganda reconnaissent leurs torts, les torts qu'ils ont commis avec leurs armées au Congo, notamment pour les catastrophes humanitaires, sanitaires et écologiques qu'ils ont provoquées et le pillage des ressources naturelles du sol et du sous-sol qu'ils ont réalisé. Ces dégâts appellent réparation. Des tribunaux internationaux comme la Cour internationale de justice devraient s'en saisir. Une évaluation sommaire des méfaits commis uniquement par l'Ouganda, en comptabilisant les dommages à la faune, à la flore, aux personnes, aux services publics, en plus de ceux d'ordre macroéconomique, ainsi que les pillages et l'exploitation illégale des minerais, a abouti à une facture de plus de 16 milliards de dollars. Qu'en sera-t-il du Rwanda, dont l'occupation a été plus longue sur les espaces plus larges, avec des méfaits plus importants? Faire l'impasse sur ces crimes odieux, tout à l'heure, Mukwege parlait de 617, et s'engager de manière précipitée dans un prétendu processus d'intégration régionale de surcroît décrété d'en haut ne serait qu'une manière d'accumuler des frustrations des populations,
au profit des agendas cachés qui ne viseraient nullement leurs intérêts. La justice est donc non seulement indispensable, mais elle est aussi incontournable pour ouvrir la voie à une véritable paix dans la région. C'est dans un tel contexte que pourrait être inventé dans la région des Grands Lacs un nouveau vécu régional sans mettre pour autant en cause les frontières qui existent. Je vous remercie.